Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. On est des humains. Oui, Jean-François. Nous sommes dans une guerre hybride. Je vous accuse solennellement tous d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. Nous sommes en guerre. Ah, les mea culpa, les mea culpa. Et oui, c'est bien les mea culpa. Et oui, quand Éric Brunet sur LCI dit que ça fait 1 an et demi que vous nous racontez pratiquement des histoires devant un parterre de journalistes légèrement médusés. Quand on voit d'ailleurs un ministre belge démissionner parce qu'il estime qu'il a manqué à tous ses devoirs avant l'attentat en Belgique, quand on voit ce que touchent les associations, quand on voit tout cela, on se dit, mais attendez, il y a quelque chose, allez, je ne dirais pas quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, mais enfin, quand même, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et nous, on est là, avec vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, pour les inventorier. À tout de suite. Sud Radio. La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et comme vous le savez, je ne suis pas le seul, hein, et nous sommes de plus en plus à être dans tous nos états, et pour cause, notamment ceux qui osaient dire, il y a encore 2 ans, qu'il y avait peut-être des problèmes en ce qui concernait le Covid, ce qu'il fallait faire, les mesures à prendre, etc. Et vous vous rappelez que à l'époque, quiconque avait une attitude un peu dissidente, surtout parmi les médecins, les pharmaciens, les pharmacologues, les virologues, était considéré au mieux comme charlatan, au pire d'être sulfureux et saboteur des institutions. Il y en a eu un comme ça qui s'est fait remarquer, il l'avait pas voulu, c'est le docteur Amin Umlil. On le reçoit tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alors, je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas, Amin Umlil. Ceux qui ne l'aiment pas disent non, c'est pas possible, il a très très mal agi. Et ceux qui considèrent qu'il a dit des choses très sensées, ils sont avec lui et ils le montrent. Bonjour, docteur Umlil. Bonjour Monsieur Berkov, je vous remercie de votre nouvelle invitation. Écoutez, c'est la moindre des choses parce que nous aimons ici, ou à Sud Radio, entendre toutes les voix, justement. Et pour nous, il n'y a pas de voix taboue, ce qui serait vraiment grave. Alors, je rappelle que vous avez été révoqué du corps des praticiens hospitaliers le 4 février dernier pour, entre guillemets, des actions de propagande anti-vaccinale durant la crise sanitaire. Et vous étiez convoqué jeudi dernier à Paris, ainsi d'ailleurs que le docteur Louis Fouché, c'est un hasard, devant la chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens. Vous étiez, je rappelle, pharmacien hospitalier, responsable de l'unité de pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. Est-ce que vous avez été, d'ailleurs, je peux le rappeler, est-ce que vous avez été barré de l'hôpital de Cholet? Est-ce qu'il y a eu, je ne dirais pas licenciement, mais éloignement? Écoutez, j'avais reçu la lettre recommandée le samedi 4 février. Oui. M'annonçant ma révocation à effet immédiat. Oui. Donc le lundi suivant, je n'ai pas osé me présenter à l'hôpital, si bien que mes affaires personnelles sont restées dans mon bureau, mes livres, etc. Oui. Et il y avait un article, l'article 3 de l'arrêté de révocation, qui disait que le directeur devait mettre ça en œuvre. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune lettre du directeur de l'hôpital de Cholet pour pouvoir, on va dire, solder les comptes, quoi. D'accord. Donc, mais ma révocation n'est pas définitive de toute façon, puisqu'il y a un recours toujours en cours auprès du tribunal administratif de Nantes. C'est ça. Alors, effectivement, et vous n'avez reçu aucune lettre du directeur de l'hôpital de Cholet? Non. Alors, on parle. Non. Alors, pourquoi étiez-vous convoqué à la chambre de discipline de l'Ordre national des médecins, très exactement, jeudi dernier, donc il y a 3 jours. Des pharmaciens, pardon. Oui. Tout simplement parce que quelques jours après ma révocation par le CNG, oui. Sa directrice a envoyé ce qui pourrait être vu comme une injonction à l'Ordre des pharmaciens pour que ce dernier me poursuive. Alors la lettre indique, en gros, nous on l'a révoqué, vous qu'est-ce que vous faites? Ouais. Et elle met en copie
le ministre, M. François Braun, et la ministre déléguée, Mme Agnès Firmin-Lebaudot, qui est pharmacienne d'officine et qui est en même temps parlementaire dans le groupe de la majorité. D'accord. Et immédiatement après, le pharmacien qui est président de la première instance, donc du conseil central de la section H pour hôpital, Oui. a porté plainte contre moi auprès de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens. Et puis voilà, donc je me suis retrouvé à l'audience, la première audience jeudi dernier. Et qui s'est conclu par quelque chose ou pas du tout? En fait, on a introduit, on n'a pas du tout parlé de ce qu'on me reproche au fond. Oui. On a introduit une question prioritaire de constitutionnalité. Ah, donc d'accord. c'était une audience qui était réservée à une question de droit. Oui. Qui concerne l'impartialité notamment et l'indépendance aussi bien du CNG que du Conseil de l'ordre des pharmaciens, et surtout celle du CNG, parce que en fait j'ai démontré que la procédure qui organise le pouvoir disciplinaire de la directrice générale du CNG, Excusez-moi, docteur, rappelez CNG pour le nous. Centre national de gestion, D'accord. qui est un établissement public administratif, qui est sous l'autorité du ministre de la Santé. Souvenez-vous que cette procédure de révocation a fait suite immédiatement à mon audition au Sénat. C'est ça, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, en fait, beaucoup parlé d'elle. Donc, en fait, le ministre est le supérieur hiérarchique de la directrice du CNG, et les membres du conseil de discipline de l'ordre des pharmaciens sont tous des praticiens hospitaliers, Oui. qui relèvent du même pouvoir disciplinaire de cette directrice du CNG. D'accord. Donc comme moi. Donc en fait, c'est carrément des injonctions. Et donc j'ai démontré, d'ailleurs j'ai eu les félicitations du magistrat qui était là, qui présidait la séance, et il m'a dit texto, votre présentation j'ai bien aimé, elle était fluide, et ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé mes cours de droit constitutionnel. Oui, c'est vrai que c'est une bonne chose d'ailleurs de se rappeler qu'on a été jeune et qu'on est toujours jeune à Minumlil. Juste un mot, en fait, sur le fond, qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est parce que vous aviez... Oui, je voudrais vraiment qu'on résume ça, parce qu'on en a parlé déjà, mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Alors, il reste plus grand-chose, en fait. Il reste 2 points essentiels, c'est-à-dire que, 1, j'ai pas contribué à diffuser la politique vaccinale contre la Covid-19. Vous vous êtes même opposé, on peut le dire ou pas? On peut le dire. En fait, il y a 2 choses. 1, souvenez-vous, je n'ai fait que diffuser ce que les autorités sanitaires elles-mêmes ont publié. D'accord. Sur le bénéfice, sur le risque, sur les incertitudes. Donc, la manœuvre est la suivante, c'est que sur leurs sites respectifs, que ce soit la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, ou l'Agence européenne du médicament, ou le ministre, M. Olivier Véran lui-même, de sa propre plume, quand ils ont écrit des choses, ils ont constaté que le vaccin, il y avait peu de données, aussi bien sur le bénéfice que sur le risque, qu'on ne savait rien. Mais quand ils viennent devant les caméras, ils disaient l'inverse. Et moi, je me suis contenté de rendre visible, de rendre accessible au public, qui était mon rôle, ce que les autorités ont publié sur leur site. Et en le faisant, j'ai révélé le décalage entre ce qu'ils disaient dans la presse et ce qu'ils savaient réellement. Oui, c'est ça qu'ils n'ont pas supporté. Oui, c'est-à-dire que vous avez mis au jour quelque chose qui était complètement officiel, c'était des textes officiels d'institutions non moins officielles. Écoutez, dès décembre 2020, avant le début de la vaccination, je prends un exemple. La Haute Autorité de Santé a publié un document sur son site qui indique qu'on n'avait pas de preuve d'efficacité ni sur les formes graves ni sur la transmission virale. Je dis bien, ni sur les formes graves ni sur la transmission virale. En décembre 2020 ? En décembre 2020, c'est marqué, j'ai le document, il est dans le dossier. Et tout ça, ça a été confirmé par l'OPEX, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Sénat. Donc, en fait, je n'ai fait que révéler ça. Et deuxième chose, c'est qu'en tant que médecin, en tant que pharmacien, la loi nous a investis de ce qu'on appelle l'indépendance professionnelle. Cette indépendance est protégée, garantie aux praticiens par la loi. Dans quel but ? C'est dans le but de protéger le public et pour garder sa confiance. Et je cite l'ordre des pharmaciens. Donc c'est par écrit ce qu'ils nous ont envoyé. L'ordre des pharmaciens nous a toujours écrit, et c'est ça que le président me reproche d'avoir un peu impliqué l'ordre dans cette affaire. Et l'ordre nous a toujours dit que si vous constatez des choix publics ou privés, choix publics, c'est par exemple ceux du gouvernement. Oui, bien sûr.
si vous constatez des choix publics ou privés qui vont à l'encontre de l'intérêt des patients et des personnes, vous devez vous positionner avec responsabilité et de bloquer. Eh oui. Et c'est dans la charte. Et c'est dans la charte. C'est dans les écritures de l'ordre, c'est dans le code santé publique, dans la loi. Oui. Vous avez des articles, par exemple, un pharmacien ne doit se soumettre à aucun ordre, de quelque nature que ce soit, lorsqu'il fait son travail. Vous avez un article 61, par exemple, qui dit que lorsque le pharmacien estime que ce médicament est dangereux pour un patient, il doit refuser de le donner. C'est clair. Donc, voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Là, j'ai démontré au fond que je n'ai fait que appliquer les directives de l'ordre des pharmaciens. Ouais. Et moi, mon rêve, monsieur Berkov, donc là, ils ne peuvent pas se prononcer sur le fond. S'ils le font, ils vont porter une atteinte grave à un article de la Constitution qui dit qu'à l'occasion d'un litige, tout citoyen peut contester la constitutionnalité d'une loi. Et moi, j'ai contesté la loi qui organise le pouvoir disciplinaire de la directrice du CNG, qui m'a révoqué, révocation sur laquelle s'appuie l'ordre pour me poursuivre à nouveau. Oui. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait frappant dans cette histoire, Dr Umlil, c'est qu'il ne parle pas du tout du fond. Il parle en fait, oui, vous êtes opposé à la doxa quelque part. Il s'est passé un truc grave quand même, parce que on est arrivé, on était bien accueillis. On était bien accueillis à l'ordre des pharmaciens avec mon avocat, maître Thomas Benagef. Oui. On est rentré à l'audience, on s'attendait à ce qu'ils disent on va traiter la QPC d'abord, ce qui toutes les juridictions font. Non, ils sont partis sur le fond. Oui. Le rapporteur qui est censé présenter les arguments des deux parties, il a présenté les arguments du pharmacien qui a porté plainte, et il n'a pas du tout parlé des arguments. Son rapport fait une page et un quart, et moi aussi j'ai porté plainte, ce qu'on appelle une plainte reconventionnelle. Oui. C'est-à-dire, je suis poursuivi, mais je poursuis celui qui me poursuit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'instruisaient pas à charge et à décharge, mais pas seulement à charge. Oui, alors qu'ils ont mes écritures, parce que la procédure est écrite. Bien sûr. Ils ont notre mémoire en défense depuis fin mai. Ce mémoire en défense, il y a quoi dedans? Il y a les écritures de l'ordre et ceux de la loi. Mais alors, docteur Umlil, est-ce que le fond du problème, et vous le savez mieux que moi, c'est que est-ce que le fond du problème n'est pas que vous nous avez rappelé ce qu'on disait en décembre 2020, et qu'aujourd'hui nous sommes en novembre presque, ou en tout cas fin octobre 2023, et beaucoup de choses qui sont passées et beaucoup de choses qu'on a appris, notamment sur les effets secondaires ou indésirables, notamment tout cela. Mais on a l'impression que tout ça est passé comme de l'eau sur le rocher. Enfin, il ne voit pas. On veut bien que, mettons, fin 2020, on va à tout péché miséricorde. On peut comprendre que on ne savait pas, comment dire, entre guillemets, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, ils vous attaquent. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement dit des choses qu'il ne fallait pas dire, même si elles étaient exactes, ou en tout cas cohérentes. Prenez l'exemple des effets indésirables cardiaques. Oui. Les myocardites et les péricardites. Oui. Le premier signal possible, ça a été reconnu comme un signal possible par l'Agence du médicament, je dis bien par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Oui. Elle considérait dès avril 2021 que c'était un effet indésirable possible. L'été suivant, elle l'admet, elle le reconnaît. Ensuite, ils obligent les gens à s'injecter ce produit, avec l'obligation vaccinale pour les soignants, les pompiers, etc. Oui. La population en général par les passes, etc. Et là, il y a quoi aujourd'hui? L'autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le laboratoire lui-même. Il a mis quoi dedans? Il a mis qu'il existe un risque accru. Accru, oui, on l'a dit, oui, ici. Oui, attendez, non, mais il n'y a pas que ça. Un risque accru de myocardite et de péricardite, qui surviennent le plus souvent chez des hommes jeunes, en bonne santé. Des cas ont nécessité des soins intensifs et des cas ont eu une issue fatale. Ouais. C'est-à-dire que ce vaccin est potentiellement mortel. Oui. Et on continue, et vous avez un ministre de la Santé, M. Aurélien Rousseau, qui vient devant les caméras et dit qu'il n'y a aucun effet indésirable. Ouais. Et c'est moi qui ai traduit avec mes collègues médecins. Ouais. Et moi, je subis une deuxième procédure disciplinaire.
Ouais. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment la fable de La Fontaine. Hein. Vous êtes ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, parce que vous dites moi je ne fais que dire ce qui a été dit officiellement. C'est étonnant, mais à quoi vous attribuez Amin Umlil, à quoi vous attribuez cette continuation dans... Il s'agit pas de qui reconnaissent mon Dieu j'ai péché, mais enfin comme vous dites, il y a eu énormément aujourd'hui de considérations, de faits, etc. Alors on peut dire très bien le vaccin c'est très très bien, mais on ne va pas s'empêcher de dire, comme l'a dit le ministre de la Santé, c'était étonnant, il n'y a pas d'effet, secondaire, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. À quoi vous attribuez cette, je ne sais pas moi, ces œillères ou cette obstination ? Moi, je pense que c'est une forme de déni, et je pense en partie qu'ils ont peut-être mesuré la portée de leurs actes, et notamment leur responsabilité pénale de ce qui s'est passé. Parce que je vous rappelle quand même, M. Berkoff, que décembre 2020, la Haute Autorité de Santé a publié qu'on avait 1 mois et demi de recul sur les essais cliniques. Ouais. Sur ces vaccins. Ouais. Et je vous rappelle que l'autorisation de mise sur le marché, elle a clairement indiqué dès le début qu'ils attendaient des preuves complémentaires, y compris sur la composition même du vaccin, sur son procédé de fabrication, sur la reproductibilité des lots. Ça veut dire que même la composition même du médicament n'était pas complètement caractérisée. Et là, on découvre quoi en Afrique du Sud, si j'ai bien compris. Ils ont révélé les contrats et on voit bien que le laboratoire leur disait « Je ne maîtrise pas mon procédé de fabrication, je ne maîtrise rien, ni sur le bénéfice, ni sur le risque ». Je crois que c'est Maître Carlo Brusa qui a révélé ça, avec Idriss Aberkane. Et d'ailleurs, Maître Brusa, à un moment, il dit qu'il faudra absolument qu'Amin Umlil demande la révision de son procès pour qu'il soit réintégré. Mais dès le début, il savait. Mais pour moi, je pense que c'est une fuite en avant. Ouais, au lieu de dire, on admet notre erreur, on va réparer, on va prendre en charge. Bien sûr. Voilà, on va s'occuper des gens qui ont des séquelles indésirables, etc. Ben non, ils continuent dans leur déni, ils continuent dans leur fuite en avant, et ils s'acharnent sur ceux qui ont révélé ce qui devait être révélé. Oui, c'est tout à fait exemplaire de quelque chose qu'on a vu dans l'histoire à maintes reprises, mais c'est quand même fou que ça tombe sur vous. En tout cas, Amin Umlil, on espère que vraiment vous allez gagner votre procès. Et franchement, vive la franchise et vive la pluralité, c'est la moindre des choses. Merci encore. Merci, Monsieur Berkoff. Merci beaucoup, Amin Umlil, d'avoir été avec nous. On va se retrouver. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. France terre d'asile, France accueil, France qui reçoit, France de la générosité, France tout ça, très très bien. Et qui va tonner contre ? Personne. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment et comment sont distribuées la manne, qui s'occupe véritablement de l'immigration ? Encore une fois, nous ne ferons aucun amalgame. Terroriste n'est pas immigration, immigration n'est pas terroriste, même si les terroristes viennent de l'immigration, bien sûr. Mais enfin, allons plus loin. Un gouvernement doit effectivement, un État, protéger l'État, contrôler effectivement immigration contrôlée, immigration choisie, immigration subie, etc., etc. On sait ce qui se passe avec l'Europe, avec Schengen, avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est elle qui décide véritablement aujourd'hui en matière d'immigration, il faut le dire. Mais en même temps, qu'a fait le gouvernement ? Eh bien, le gouvernement, il a délégué, il faut le dire, il a délégué les missions immigration, et ce qui se passe à qui ? À des associations. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, avant de recevoir Agnès Verdier-Molinier, juste quelques chiffres qu'a publié la sénatrice Nathalie Goulet il y a quelques jours, en tout cas dans un Twitter. Et alors justement, on va vérifier cela, mais ce qui est hallucinant, les montants versés. Je vous donne un exemple. Pour 2021, les subventions versées au titre de la mission Immigration, Asile et Intégration. C'est-à-dire votre argent, le mien, enfin tous, bon, très bien. Eh bien, voilà, les 30 associations recevant les montants de subventions les plus importantes. Je vais évidemment pas les citer toutes, mais par exemple, France Terre d'Asile reçoit 757 millions d'euros. Coalia, 97 millions.
Groupe SOS Solidarité, 26 millions et un peu plus. Entraide, Equalis, on en a parlé d'Equalis et des excès d'Equalis, 12 611 000. Et puis tout, la vie active, Solidarité, etc. Et certaines font évidemment un très bon livre. Et un très bon travail, pardon. C'est évident. Mais en même temps, alors quand on arrive à voir que la Fondation IFRAP qui dit ceci, près de 50% du budget de la mission Immigration, Asile et Intégration est délégué aux associations qui touchent plus de 980 millions d'euros. Ça veut dire près d'1 milliard d'euros, Agnès Verdier-Molinier, mais c'est énorme. Ou c'est normal, cela ? Écoutez, c'est évidemment un montant gigantesque, près d'1 milliard d'euros. La moitié de la mission, la moitié du programme immigration asile, évidemment, c'est quelque chose de très élevé. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que en France, on est très mauvais pour déléguer en général. Oui. En règle générale, on ne délègue pas. Par exemple, si vous prenez le jardinier d'une collectivité locale. Oui. Nous, ça fait des années, à la Fondation IFRAP, qu'on dit peut-être que tout ce qui est espace vert, ça pourrait être délégué à des entreprises et on n'est peut-être pas obligé d'embaucher des personnels à vie pour gérer ça. Et on nous répond, mais non, c'est statutaire, il faut conserver des personnels sur ce sujet, etc. C'est pareil pour le nettoyage des lycées, pour les régions, où ce sont des personnels qui sont employés à vie. Et alors c'est très incroyable de voir que sur des missions régaliennes de l'État si importantes, l'immigration, ces questions d'asile, ces questions d'immigration, mais aussi on le voit sur la défense, où il y a beaucoup de personnes qui vont en opération extérieure pour la France, qui se battent pour la France et qui ont des contrats à durée déterminée des contrats de 5 ans voire plus, mais alors qu'ils risquent leur vie, il faut le dire. On se dit, il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans la vision de nos politiques publiques. Et c'est ça qui nous a beaucoup frappé dans ces chiffres, c'est que finalement, toutes ces dernières années, nous on a regardé ces questions d'obligation de quitter le territoire français, toutes ces questions de mineurs isolés, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur tout ce qui est respect des obligations de quitter le territoire français, ou sur tout ce qui est de centres de rétention administratif, eh bien, les montants qui sont mis, qui sont pas délégués en l'occurrence, sont très faibles par rapport aux montants qui sont accordés aux associations. Et la question qu'on se pose, nous, à la Fondation IFRAP, c'est est-ce qu'on sait vraiment comment on utilise cet argent ? Et au bout d'un moment... Mais attendez, excusez-moi. D'abord, une chose, obligation de quitter le territoire français. Je sais que faut légèrement sourire, eu égard aux proportions de gens qui quittent le territoire français suite à cette obligation. Oui, c'est extrêmement faible. Faudrait dire prière et invitation. Mais surtout Agnès Verdier-Molinier, qui décide, depuis quand, justement, vous parliez de cette coutume de l'État, etc. Non, attention, il faut tout centraliser, il faut tout des emplois à vie, très bien. Mais depuis quand date cette espèce de délégation aux associations pour cette mission, effectivement, entre toutes régalienne, qui est l'immigration? Ça date de quand? Ça fait des années et des années que ça dure, mais ça s'accentue en réalité. C'est-à-dire que plus ça va, plus les montants de subventions sont importants et moins les contrôles sont effectués. Et c'est toute la question aussi du rôle de notre Parlement en la matière. Normalement, quand on a une démocratie digne de ce nom, on a un Parlement qui fait un rapport exhaustif, parce que là, vous citiez la sénatrice Nathalie Goulet qui a cité les montants versés aux associations. Ouais. Mais enfin, ça ne suffit pas. Où est-ce qu'on a, sur le programme Asile, Immigration, Intégration, une vraie liste des montants versés et des tâches effectuées en face? On ne les a pas, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de contrôle. On n'a pas l'information avec tous les détails que nous, on souhaiterait. Par exemple, quand on regarde le jaune budgétaire qui est consacré aux subventions aux associations par l'État, on a des informations sur les montants, mais est-ce qu'on a la destination exacte? Est-ce qu'on connaît le nombre de places en hébergement d'urgence? Est-ce qu'on connaît le nombre de conseils qui ont été donnés, par exemple, par la CIMAD? Vous voyez, la CIMAD qui a quand même été partie prenante pour empêcher que la famille du terroriste qui a assassiné le professeur
à Arras. Daniel Bernard, cette CIMAD, elle a eu Dominique, des niveaux de subventions depuis des années qui sont très importants, plus de 6 millions d'euros par an, et pour autant, quels sont les conseils qui sont donnés? Est-ce que ce sont finalement des conseils pour empêcher d'exécuter, de permettre à l'État d'exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, et donc en face de ces subventions, est-ce qu'on n'a pas des associations qui sont aussi là pour faire en sorte que les décisions qui sont prises par l'État, et en l'occurrence en 2014, vous avez vu le dossier, la famille devait être expulsée, tout était prêt, tous les papiers étaient prêts. Et puis un certain nombre d'associations se sont opposées et ça ne s'est pas fait, absolument. La CIMAD, le MRAP, Réseau d'éducation sans frontières, et toutes ces associations, à un moment, il faut qu'on sache combien elles touchent d'argent public, pour faire quoi. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une logique où on fait tout et son contraire? C'est-à-dire, d'un côté, on décide d'expulsion parce que des personnes qui, en l'occurrence, sont radicalisées, présentent un danger pour la France. Et de l'autre côté, on finance des associations pour empêcher ces expulsions. Donc, c'est tout ça avec l'argent de nos impôts, avec l'argent de l'État, mais qui est en fait financé par nous tous. Et donc, je crois qu'il est temps, notamment avec cette loi qui arrive en discussion à l'Assemblée. La fameuse loi sur l'immigration, on verra ce que ça va donner, effectivement. Oui, Agnès Verdier-Molinier, jusqu'ici, il faut bien dire que, effectivement, quand on voit les chiffres, que ce soit, effectivement, celles présentées par l'Intelligoulet et les chiffres que vous présentez aussi, incontestablement, et ça vraiment, qu'on soit de gauche, de droite ou autre, il est évident que les expulsions sont epsilon de chez epsilon par rapport aux subventions, en tout cas d'associations plutôt favorables à l'immigration. Alors, ce qu'il y a, c'est ça, vous revenez à ça, où est le contrôle? Mais on a l'impression qu'il y a du contrôle nulle part. Vous dites vous-même, le Parlement ne fait pas son boulot. Enfin, c'est le Parlement qui devrait exiger le contrôle, le législatif. On ne voit pas où il est. Et c'est pour ça que ça paraît totalement, je dirais, presque loufoque, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le ministère de l'Intérieur lui-même finance des associations pour l'empêcher de faire son travail. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, en 2022, il a subventionné la CIMAD pour 2,6 millions. Et l'État, par les préfectures, donc vous voyez bien que ces associations, elles critiquent en permanence les préfectures et leur rôle justement dans les expulsions. L'État et les préfectures, ils ont subventionné aussi pour 2,5 millions. C'est pas rien, ce sont des montants qui sont quand même très importants. Quand vous regardez en face les moyens dont dispose l'État pour les centres de rétention administratifs, il n'y a que 57 millions d'euros par an. Ça ne suffit pas parce que, en réalité, on sait que c'est moins de 2000 places qu'on a aujourd'hui et qu'on veut aller vers 3000 places. On est en train de créer des nouvelles places, comme on l'a écrit, nous on l'a expliqué. Mais le problème, c'est que la plupart des nouvelles places, elles ne font que remplacer des places qui étaient dans des CRA qui étaient devenues totalement vétustes et donc c'est un peu comme les places en prison. Vous savez, on dit toujours, on est en train de construire des nouvelles places, mais on ne fait que remplacer d'anciennes places. Et c'est pareil pour l'éloignement avec les OQTF. On met que 64 millions d'euros. Là, c'est dans le budget 2024. 64 millions d'euros. 64 millions d'euros, c'est plus que dans les années 2019-2020. On n'a pas tout à fait doublé, mais on a presque doublé. Alors, on peut dire, il y a quand même une amélioration. Mais si on veut permettre de faire ce qu'a dit le président de la République il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, qu'il allait exécuter toutes les OQTF. À ce moment-là, que toutes les prononcées deviennent vraiment effectives. Mais c'est pas 60 millions d'euros qu'il faut. C'est presque 200 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, il y a un réarbitrage à faire dans ces 2 milliards qui sont consacrés à la mission Asile, Immigration, Intégration de l'État, entre des subventions aux associations dont on se dit, il y a toute une partie qui est utilisée finalement pour empêcher
empêcher l'État de faire son travail. Hein. Donc c'est ça la Oui, réalité. ça veut dire, je ne veux pas interpréter, mais ça veut dire que l'État, en fait, la balance penche jusqu'ici. Il y a les bonnes intentions, les bonnes déclarations dans les médias, etc. Et puis la réalité des choses, le dire et le faire. Et Oui, le ça faire fait n'est des pas à la années hauteur qu'on du le dire. dénonce, nous. Parce que vous avez très bien dit tout à l'heure que les obligations de quitter le territoire français, elles sont très 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 peu effectives à la fin. Alors les chiffres 2019, c'était 12%. Après, pendant le Covid, c'était tombé très très bas, autour de 6%. Mais bon, c'était un moment un peu spécial. Depuis, on a des chiffres pour 2022, mais que sur les 6 premiers mois de 2022. Et on sait qu'on est à 7% de taux d'OQTF vraiment effective. Et la réalité, c'est qu'on est parmi les lanternes rouges de l'Europe sur ce sujet. On est parmi ceux qui rendent effective le moins d'expulsions. Donc, mais encore, Agnès Verdier-Molinier, vous savez aussi que la politique de l'Union européenne n'est pas vraiment favorable aux OQTF, aux OQTF ou aux QTE. Des obligations de quitter le territoire européen. On ne peut pas dire que la majorité des pays de l'Union européenne, ou en tout cas l'Union européenne elle-même et ses instructions, et vous savez qu'elles ont souvent force de loi, on ne peut pas dire qu'elles vont vers les interdictions, les obligations de quitter le territoire, quel que soit le pays. On s'est rajouté des contraintes avec la circulaire Valls de 2012. Enfin, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels finalement on est encore plus, disons, permissif. Et puis on attend vraiment que la personne ait donné un signe extrêmement grave de radicalisation et de dangerosité pour vraiment décider d'une expulsion, alors que dans beaucoup de cas on pourrait le décider bien en amont. Et puis on est extrêmement, on va dire, mais c'est ça la générosité de la France aussi, c'est ce que je disais dans mon papier du Figaro la semaine dernière. Il y a cette idée que finalement on laisse sa chance à chacun, etc. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des choses incroyables, c'est-à-dire des familles qui sont en situation illégale, irrégulière, mais qui pour autant sont sur le sol français depuis des années et ont même le bénéfice parfois de logements sociaux, mais en toute illégalité, puisqu'ils ne devraient pas avoir droit à des logements sociaux. Oui. Donc là, dernièrement, nous, on a posé la question, combien il y a de familles qui finalement sont en situation irrégulière et pour autant sont logées dans des logements sociaux payés par une partie de nos et combien de familles qui sont en toute légalité, qui sont français en toute légalité, n'ont pas de logement ou ont des logements lamentables, enfin je veux dire dans un état lamentable. N'arrivent pas à avoir des logements sociaux et sont sur des listes d'attente. Donc ce n'est plus de la générosité, chère Agnès, c'est de la naïveté. Allez, au mieux, on va dire de la naïveté pour ne pas dire du cynisme, mais c'est un autre problème, ça. Non, mais à un moment, je crois que tout ce qui est en train de se passer et qui est extrêmement triste et douloureux pour nous tous, c'est aussi le moment de prise de conscience. Souvent, sur ces questions de politique publique, c'est aussi une question de transparence et d'allumer la lumière et de dire, attends, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Français. Où est l'argent? Où va notre argent? À un moment, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte noire sans disons, rentrer dans des polémiques vaines, etc. et dire, attends, est-ce que là, on n'est pas allé dans des directions où finalement on ne contrôle plus rien et où on est contre-productif? Encore faut-il, Agnès Verdier-Molinier, que la boîte noire ne soit pas boîte de Pandore. Et pour le moment, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup. On va en reparler avec vous. Il faut savoir aussi, dernière chose, que les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus pragmatiques que nous. C'est vrai. Et ils font le lien en permanence entre travail et migration. Et nous accueillons des personnes qui viennent, mais qui ne viennent pas forcément travailler. Et ça, c'est une grosse erreur de la France. Et il faut absolument se remettre sur ce lien travail et migration. Ça doit être absolument un sujet qui est connecté. Indissociable. On est bien d'accord. À bientôt, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée. Merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la fondation IFRAP. On va se retrouver dans... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je sais pas si vous aimez la blanquette de veau ou pas, mais moi j'aime beaucoup
quand des responsables, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiques, disent peut-être qu'on s'est trompé. Vous savez, ça se dit très peu, hein. Vous avez vu, attention, on a toujours raison. Et quand on a dit les plus belles conneries du monde, mais non, mais c'était le moment, vous savez, à l'époque, ou alors on ne savait pas, ou alors on était obligé de dire ça parce que la cause était très bonne. Vous avez vu, le monceau, et c'est bien avant les réseaux sociaux, de fake news, de raconter n'importe quoi, mais c'est pour la cause, c'est pour le bien, bien sûr. Et de temps en temps, des gens disent, attendez, on a peut-être été un peu trop loin. Et bien là, nous avons deux exemples aujourd'hui dans l'émission d'Berkov dans tous les états, de journalistes et de politiques qui ont dit, on est peut-être allé un peu trop loin et on a eu tort. Et pour certains, on démissionne. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mais on te pardonne, Loan, on te pardonne, tu as un tel talent, on te pardonne. Eh bien, moi, il a pas demandé pardon, quand même, n'exagérons rien. Mais moi, j'aime bien, en plus, c'est un ami, Éric Brunet de LCI. Eh bien, l'autre soir, vous savez que LCI, c'est pas un secret d'État, avait toujours pour Zelensky les yeux de chimène et considérait Poutine comme aller à la droite d'Adolf Hitler, allez, un peu pour nuancer. Eh bien, l'émission Éric Brunet commence son émission comme ceci. Écoutez. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit, j'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques, il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques des mésalliances se formaliser et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine pérore, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant. À Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo, Poutine médiateur de la paix. Alors là, c'était très beau parce qu'on voyait tous les journalistes à côté. Ah non, mais moi j'ai jamais dit ça. Ah non, c'est pas moi, non. Ah oui, il y a peut-être des gens qui ont dit, mais pas moi. Formidable. Je veux dire, et c'est bien qu'Éric Brunet ait fait ça, parce que rappelons-nous du matin au soir, du soir du matin. Effectivement, d'abord, Poutine était sénile, et puis il allait être renversé par Prigojine, et puis la Russie allait se soulever, le peuple russe allait se soulever. Bakhmout, rappelez-vous, mais c'était fini, les Russes étaient morts, et c'est formidable. C'était Bruno Le Mérizet, nos amis de la chaîne continue. Bruno Le Mérizet, oui, nous allons mettre à genoux l'économie russe, nous allons mettre à genoux l'armée russe, Poutine est mort, il va être pendu, il va être fusillé, etc. Écoutez, c'est pas mal, je trouve que, de temps en temps, il dit, attendez, ça fait 1 an et demi qu'on dit ça. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas un peu et quelque peu exagéré? Eh oui. Et qu'est-ce qu'on est emporté? On est emporté par l'idéologie, on est emporté par nos envies, nos haines, nos aberrations, etc. Et c'est pas seulement valable pour Éric Brunet, LCI compagnie. Oh là là, on se laisse aller. Non. Comme dans la chanson d'Aznavour, il ne faut pas se laisser aller. Il faut rester un tout petit peu, non pas neutre, ça veut rien dire. Non pas objectif, mais quand même, essayer d'avoir ce qu'on appelle un sens de l'équilibre. Ça fait toujours du bien, hein, chez les moutons de Panurge et les mutins de Panurge, comme disait Philippe Muret. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé en ville? Oui, ça fait peur à voir, je comprends, Daniel Balavoine, mais enfin sur un plateau, et le plateau de BFM TV, autre chaîne mainstream, je comprends pas. Alors écoutez, Marion Maréchal passé, et puis voilà, c'était dimanche, hier, eh bien l'émission a été interrompue par 2 reprises par un militant se revendiquant du collectif écologiste Dernière Rénovation. Bon, c'était pas... Alors attention, on va écouter, vous allez voir. D'un cynisme insupportable. Je vais vous dire, je viens... Alors, attendez. Engagé avec Dernière Rénovation. Alors, attendez. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir et d'interrompre le cours normal des choses. Ce soir, à 20...
Eh bien voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, effectivement, il a bondi sur le plateau, un militant écologiste. Et puis, effectivement, tout de suite, la publicité, attention noire, il l'a fait à 2 reprises. Alors, c'est quand même embêtant, et ça nous concerne tous, vous savez, ça nous concerne tous. Il n'y a pas que BFM, mais tous ceux qui font de la radio, de la télévision, etc. Alors, on a vu des studios envahis. Mais là, en ce moment, si c'était pas dernière rénovation, mais plutôt futur décollage, ce serait pas très 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 drôle. Alors, comment il se fait? Alors, il y avait un public, etc., effectivement. Mais voilà, et il s'est fait que c'était Marion Maréchal, qui est restée d'ailleurs très calme, il faut le dire. Elle a dit d'ailleurs une très jolie chose à Benjamin Duhamel. Elle a dit, mais Benjamin, si le type avait écrit Allahu Akbar, vous seriez déjà sous la moquette, ou en tout cas sous la table. Il n'a pas apprécié le Benjamin Duhamel. Bon, tout ça, et heureusement, c'est très bien passé. Ce n'est pas grave du tout. Mais quand même, attention, attention, attention. On va se retrouver. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je vous disais qu'il ne messied pas que des journalistes reconnaissent qu'ils sont allés un peu loin, qu'ils ont emprunté des chemins très balisés et qu'ils avaient quelquefois, avec la réalité, des rapports de vétérinaires. Faut faire attention à ça, toujours. Vous savez, suivre, ah oui, nous, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal, nous sommes le camp du bien et les autres ne sont pas de notre bord, alors on va les convertir, les évangéliser, ils sont pas d'accord, eh bien on les supprimera, on les reçoit pas mentir par omission. Et puis à un moment donné, ils reconnaissent des choses, et c'est bien, comme notre ami Brunet sur LCI, c'était tout à fait logique et cohérent. Et puis, voilà, un ministre belge, moi j'aimerais bien que nos ministres français, dans notre classe politique française, écoutent ce qu'a fait ce ministre belge. Alors je rappelle que le Tunisien radicalisé, vous savez, le Tunisien radicalisé qui avait tué 2 Suédois à Bruxelles le 16 octobre dernier, c'est pas loin, il y a quelques jours. Je rappelle qu'il était sous le coup d'une demande d'extradition des autorités tunisiennes. Oui, la Tunisie avait demandé à Bruxelles, une extradition de ce Tunisien radicalisé. Il s'était évadé en 2011 d'une prison où il purgeait une condamnation à 26 ans de réclusion. Et cette demande d'extradition a été reçue par les autorités belges en août 2022, n'a jamais été traitée par le magistrat compétent du parquet de Bruxelles, auquel a été transmise 2 semaines plus tard. Voilà, on transmet une extradition. Les Tunisiens, les autorités tunisiennes transmettent une extradition, et puis, oh ben oui, non, on s'en est pas occupé, voilà. Et il s'est passé ceci, qu'il a tué 2 Suédois à Bruxelles, en plein cœur de Bruxelles, rappelez-vous, on l'a vu avec sa moto sur les réseaux sociaux, là en fluo, il se baladait dans Bruxelles pendant 8 heures, et on l'a arrêté dans un café, voilà. Entre-temps, il avait blessé 2 personnes, et il avait tué 2 personnes et blessé 3 d'autres. Eh bien, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a démissionné. Vous imaginez ? Un ministre de la Justice qui démissionne parce qu'il reconnaît que ça n'a pas fonctionné, sa machine, et c'est pas lui peut-être, mais le chef du parquet de Bruxelles, vous voyez, c'est expliqué il y a 2 jours, le grave sous-effectif du parquet de Bruxelles a joué un rôle, mais ce n'est pas une justification. Aucun des collègues concernés ne se souvient de ce qu'il est advenu de ce dossier spécifique il y a 1 an. Il n'y a aucune trace d'un traitement ultérieur. Et ben voilà. Et là-dessus, un ministre belge démissionne. Et chez nous en France, vous en avez vu beaucoup, alors que, on va pas comparer, mais il y a eu des histoires exactement du même acabit. Vous les avez vus démissionner, vous avez vu dire oui, écoutez, il y a eu, et ça n'a pas marché, le système n'a pas marché, on démissionne. Mais c'est la moindre des choses. On vous demande pas d'aller en prison. On vous demande pas de perdre tout, biens etc. Mais on vous demande quand même de reconnaître quand vous n'avez pas été à la hauteur. Ce qui est la moindre des choses, et pour tout le monde, qu'on soit politique, qu'on soit journaliste, écrivain, n'importe. C'est la moindre des choses. C'est un échec, mais reconnaissez-le. On vous demande pas. On va pas vous punir. Reconnaissez vos échecs. Et ben de ce point de vue, bravo les Belges. Vous voyez, les Belges n'ont pas que Jacques Brel, les frites et les moules. Ils ont beaucoup d'autres choses. Ils ont des gens qui reconnaissent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de présenter ce face-à-face où André Berkoff reçoit aujourd'hui Caroline de Bodina, la journaliste et auteure de ce nouveau livre Demain dès l'aube, c'est aux éditions Flammarion. Bonjour à vous. Alfred de Musset disait on ne badine pas avec l'amour et nous on ne bodina pas avec la mort. Si, on va bodiner avec la mort. Caroline de Bodina, elle a beaucoup de courage, Caroline de Bodina. Je sais pourquoi. Elle a écrit un bouquin Demain dès l'aube. Alors on peut se dire ça va être un bouquin d'amour. Demain dès l'aube, je te rencontrerai, nous irons par les forêts fleuries. Et puis pas du tout. C'est un livre. Un livre enquête, un livre de témoignage tout à fait passionnant sur quelque chose qui nous attend tous, la mort. Mais pas seulement la nôtre, celle-là, on la verra pas. Mais c'est la mort des proches, la mort de... Effectivement, et il se passe quoi à ce moment-là ? Eh bien, on est obligé de passer, on le sait, voilà, par ce qu'on appelle les pompes funèbres, les croque-morts, appelons-le comme vous voulez. C'est un métier qui est exercé depuis des siècles et plus que des siècles. Et voilà, soit pour l'incinération, soit surtout pour les enterrements, la tombe, etc., les fleurs, la cérémonie, etc. Il y a des hommes et des femmes qui s'occupent de ça. Et Caroline de Bodina, vous les avez rencontrés, vous en avez, non seulement vous en avez parlé, vous avez fait parler. Et c'est assez passionnant parce que, d'abord, évidemment, je vous posais la question bateau, mais qu'est-ce qui vous a amené, vous qui avez l'air quand même plutôt vivante, à vous occuper de ça ? Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à vos auditeurs. Merci de me recevoir. Ce qui m'a amené à cette rencontre, parce que c'est une rencontre et une aventure humaine avant tout. Bien sûr. C'est que je suis allée voir des pompes funèbres qui nous ont beaucoup enterrés. Et au fil de vous ces enterrements, votre famille. Oui, et non, des proches. Oui, des proches, ma famille. Oui. Et on avait 13 cercueils en commun. Mais moi, j'étais jamais de leur côté. Un cercueil nous séparait à chaque fois. Et un jour, c'est l'enterrement d'un cousin qui avait mon âge. J'ai dit à la personne qui officiait, qui était le président, le fondateur en fait de cette maison de pompes funèbres indépendante, qui s'appelle Caton, qui est dans le centre de la France. Je lui ai dit j'aimerais bien étudier votre métier, j'aimerais bien écrire un livre. Il m'a regardé, il m'a dit bien sûr, on en reparle. Oui, on en reparle. Et est arrivé le Covid. Beaucoup de gens ont perdu, bien entendu, des proches. J'ai perdu mon beau-père. Et il était en région parisienne. À l'époque, toutes les pompes funèbres étaient débordées. On a des images encore en tête où les entrepôts de Rungis, un entrepôt, en tous les cas frigorifique, de Rungis avait été réquisitionné. Et non seulement on a appris la mort de mon beau-père, comme ça, un matin, et on nous a dit qu'il avait été directement transféré à Rungis. C'était un drame. Mais en plus, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas... Non seulement on ne pouvait pas les voir, ou alors si on pouvait... Alors, la mise en bière était immédiate, donc c'était cercueil fermé, donc on ne pouvait pas se recueillir devant nos défunts. C'était un drame pour les gens qui ne pouvaient pas entamer leur deuil. Et là, j'ai fait comme on faisait un petit peu dans la famille. C'est vrai qu'on appelle un peu les pompes funèbres Caton comme on compose le 18. Je les ai appelés, je leur ai dit... Pascal, il s'appelle Pascal Caton, celui qui a créé cette maison, qui a aujourd'hui 220 employés et 47 agences, dont maintenant certaines à Paris. Je dis, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà ce qui se passe. Et 2 heures après, il avait trouvé une société de pompes funèbres indépendante et nous avait permis, en fait, une forme de dignité. 1, à mon beau-père, et 2, pour la famille, pour qu'on puisse se recueillir, même si c'était dans un cercueil fermé. Donc ça a commencé comme ça. Mais comme aurait dit des proches, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien. Donc en fait ça a commencé, tout se passait bien. Et après quand ils m'ont dit oui, une fois que j'avais un éditeur et l'assurance qu'ils me laissaient rentrer chez eux, là le sol s'est dérobé. Pourquoi ? Parce que vous disiez c'est un territoire trop grand et puis trop... Vous savez, je ne sais plus qui disait la mort ni le soleil ne se peuvent regarder en face. C'est un peu ça ? La belle colle, mais c'était pire que ça. En fait, c'était que j'étais comme tout le monde, j'étais paralysée par la trouille.
J'avais peur d'affronter, j'avais peur de réveiller mes propres absents, mes fantômes. Et en fait, je ne connaissais rien au métier. Rien. Ah oui, comme la plupart d'entre nous. Hein. Et au début, j'ai essayé de tenir. Quand vous avez eu l'idée de ce livre, vous voulez quoi? Connaître un peu le métier, comment fonctionnait le métier, la mécanique, et la mécanique qui touche évidemment au plus intime de nous, qui est quand même la mort. Mais c'était quoi je veux dire, c'était de faire comprendre quelque chose, plutôt le métier, plutôt le mystère, plutôt quoi? J'avais une question qui était en sourdine. Qui était qu'est-ce qui se passe après notre certificat de décès. Vous savez, quand on confie des enfants à une babysitter, on se renseigne sur la babysitter, sur la nounou, voilà. Mais ce qui est très étonnant, c'est que on occulte bien évidemment la mort. Beaucoup de gens ont du mal à en parler. C'est pas dans nos sociétés. On l'a vraiment invisibilisé, et les personnes qui s'en occupent, d'autant plus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? C'était ce que j'avais refusé de voir jusqu'alors. Comment ils travaillent, comment ils travaillent, comment ils prennent en compte notre peine, puisqu'ils sont au premier rang. Ils sont au premier rang, on vient les voir, on est dans le déni, dans la colère, dans l'abattement, dans la sidération. Ils prennent notre peine en charge, et là où on perd pied, en fait, c'est là où ils prennent le relais. Eh bien, on va parler justement de ce métier, voilà, comment ils prennent le relais, comment ils travaillent juste après cette petite... Et puis, avec Caroline de Bodina, et avec vous, bien sûr, 0826 300 300 pour toutes vos réactions. À tout de suite. Alors, ces gens dont, vous savez, on dit ça des soldats, il y a eu un très très beau livre sur la mort et mon métier, mais eux, les gens dont vous parlez, Caroline de Bodina, dans votre livre, Demain dès l'aube, oui, la mort et leur métier, la mort des autres, bien sûr, mais en même temps, est-ce que c'est un métier, alors vous parliez de cette personne, où vous avez 10 cercueils qui s'occupe de votre famille, c'est un métier, c'est une vocation, c'est une psychologie, c'est quoi? J'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous avez senti en les côtoyant et en les interrogeant. C'est un métier et c'est une somme de métiers. Et tous sont reliés. C'est-à-dire que la première personne à laquelle vous êtes confronté, c'est le conseiller ou l'assistant funéraire, cette personne qui vous reçoit. Et cette personne, en fait, elle accueille la peine ou la colère ou la sidération. Elle pose des questions logistiques parce que c'est elle qui va tout organiser, mais par ces questions, elle va obtenir des éléments de réponse parce que elle doit savoir en très peu d'heures quelle est la psychologie du défunt, qui était cette personne, pour aussi connaître le rapport avec la famille et le rapport dans la famille. Ça se décèle à des petites phrases. Oui, alors avec mon frère, on a vu... oui, mais enfin, bon, avec lui, c'est toujours compliqué. Ce sont des toutes petites phrases qu'ils perçoivent et qui leur permettent de toujours s'exprimer de la même façon. Donc une bonne dose de psychologie, quand même. Énorme, énorme. Et ce métier, ils me disent tous, on y vient plutôt par hasard, on y reste par vocation. C'est-à-dire que la vocation en tant que telle, elle n'existe pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive au fil des années, cette vocation. C'est un métier du sens de l'autre. Après le moment avec le conseiller funéraire, j'ai assisté alors, c'est important de dire, j'ai assisté une fois à un entretien, ça dure 1h30. C'est un homme d'une 60aine d'années qui venait de perdre sa maman, et sa mère, elle était éternelle. Jusqu'à la veille, elle était éternelle. Ce monsieur, il avait un cœur gros comme ça. Donc j'assiste à l'entretien, et puis il disait, il était perdu, il était complètement perdu, et il était extrêmement touchant. Et sa maman était maraîchère, parce que il y a beaucoup de maraîchers dans la région. Et je disais, oui, ma mère était maraîchère. Bon, très bien. Et à un moment, la conseillère s'en va, et puis je lui dis, monsieur, alors il sursaute parce qu'il y avait un silence.
Un an était passé, il y avait un silence angoissant dans cette pauvre pièce, et votre maman, elle faisait quoi ? Et là, il commence à énumérer tout ce que sa maman faisait avec son père, à l'époque de son père, des Batavia, etc. Il m'expliquait tout, et je savais que je n'avais pas le droit de parler aux familles. J'avais une présence silencieuse. Et ce monsieur était tellement touchant qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a deux mondes qui s'affrontent. Toujours. D'un côté du bureau, c'est la peine infinie, l'inconsolable, et de l'autre, une forme de consolation. Mais c'est pas évident. Consolation ou organisation d'abord ? Consolation d'abord. Il y a une écoute. Et l'écoute est capitale parce que l'écoute va permettre en fait de dessiner, dans le sens de dessin, la cérémonie à venir. Après, il y a toute la logistique. S'en suivent les autres métiers qui sont premièrement les soins apportés aux défunts, c'est-à-dire thanatopracteur, très important, ou non, enfin voilà. Et ensuite le maître de cérémonie, qui lui va orchestrer la cérémonie, c'est-à-dire organiser les textes, préparer les musiques, voilà. Et après, le terrain. Le terrain, c'est ce que la famille ne voit pas. Le terrain, c'est aller dans les mairies, récupérer les papiers, c'est de faire les demandes de travaux, d'intervenir dans les cimetières. Et là, vous avez deux autres métiers très importants. Un, les marbriers, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les fossoyeurs. Ils existent, ils sont chez Hamlet. Les fossoyeurs, et eux construisent les dernières demeures. Et puis, les porteurs entrent en scène aussi, juste avant de préparer... d'entrer dans la cérémonie. Les porteurs du cercueil, Les porteurs du cercueil ne font pas que porter le cercueil. Et ça, c'est tout un travail que j'ai découvert. Et au bout d'un moment, ça ne suffisait pas de poser des questions, d'essayer de trouver quelque chose qui allait vibrer en moi au bout du stylo. Même si j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, il fallait que je fasse. Il fallait que je passe avec eux sur le terrain. Il fallait que j'aille plus loin que ma propre peur, parce que j'avais jamais vu un défunt, en fait, à part les miens. Oui, bien sûr. Mais, alors justement, juste un mot, par rapport à qui choisit le cercueil, etc., le matériel, parce que c'est comme la famille qui dit, nous, on voudrait un cercueil ceci, un cercueil cela. Comment ça se passe ? Bien sûr. Je reviens à cet homme qui avait perdu sa maman. On lui a proposé donc de choisir un cercueil ou sur catalogue ou dans une pièce. Dans beaucoup de funérariums, il y a des pièces où il y a des cercueils qui sont exposés au mur. C'est une exposition un peu particulière, mais donc on y va, on choisit un cercueil. Et 8 fois sur 10, la conseillère me disait que si je mets la main sur tel cercueil, la personne va le choisir. Parce qu'elle est perdue, elle est démunie. Alors, évidemment, c'est pas une enquête représentative et statistique française. Non, c'est quelque chose du terrain. Mais c'est intéressant. Et ce monsieur qui était fils unique, perdu, disait je sais pas, comme vous voulez. Non, monsieur, c'est pas moi qui veux. Moi, je ne suis pas là pour vous orienter. Je suis là pour vous aider. Alors, on peut penser que tous les choix, il y a des choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire le cercueil est obligatoire en France, quel que soit son culte. Le fond du cercueil est aussi obligatoire. La plaque d'identification est obligatoire. Mais le reste, l'essence du bois, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez prendre un cercueil très cher et un cercueil beaucoup moins cher en pin. Mais il y a un moment où on sent qu'il y a un scotch qui est collé sur le cœur des endeuillés, parce que pour leurs proches, ils veulent le plus beau. Parfois, pourtant, pour moi, le plus beau est pas forcément le plus honnête. Simple, oui, ça c'est autre chose. Et juste, non, je veux dire, entrons aussi dans le détail. Les fleurs, c'est qui décide ? C'est l'organisateur. Vous en parlez ou enfin l'organisateur, la maison qui va organiser les funérailles, ou bien c'est le client, parce qu'il y a un client qui demande telle ou telle chose, etc. Les exigences sont partagées, vous avez pu voir. Il n'y a pas d'exigence sur les fleurs. J'ai vu des enterrements où il y avait une toute petite composition florale. Je crois que, encore une fois, pour les siens, on veut le plus beau, le meilleur. Et puis, il y a quand même un regard
le poids du regard de l'extérieur. Et ça, c'est aussi les thanatopracteurs qui peuvent le dire. Un thanatopracteur, en fait, lui s'occupe du défunt. Les gens des pompes funèbres s'occupent de la famille. Et à un moment, tout converge. Tout converge. Mais une thanatopracteur me disait, mais bon, un jour, elle avait récupéré d'une famille un costume, et la veuve apporte un costume, et elle sentait, la thanatopracteur, enfin practrice, qu'il y avait comme une petite gêne. Je dis, mais vous êtes sûr qu'il aimait porter des costumes ? Non, il détestait ça. Alors, pourquoi vous lui donnez un costume ? C'est vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. Je dis, mais bon, le pauvre monsieur est parti avec son costume pour l'éternité, effectivement. Donc le poids encore du regard des autres est très important. Et ces personnes aux pompes funèbres essayent de juguler, de calmer, de pacifier aussi, beaucoup. Oui, parce qu'il y a souvent la tristesse est telle qu'elle peut voisiner, je dirais pas l'hystérie, mais enfin l'excès en tout genre, d'ailleurs. Je crois que quand on est confronté à la perte, je crois même que j'en suis sûre pour l'avoir vécu, quand on est confronté à la perte d'un être cher, tout est chamboulé. On est hors sol. On est hors de nous. Et évidemment que parfois les mots dépassent les pensées, mais parfois on s'engueule. Et parfois il y a des familles qui se déchirent. Donc eux aussi ont un rôle de nous rassembler au moment de la cérémonie, d'essayer de calmer. Il y a au crématorium, parce que j'ai passé aussi un certain temps au crématorium à Taillé, qui est dans le Loir-et-Cher, le directeur du crématorium m'a dit, mais parfois il y a des gens qui s'écharpent, qui en viennent aux mains à l'extérieur. Mais aux mains, pourquoi ? Ils se battent. Ils se battent. Parce que des tensions sont remontées, parce que l'équilibre a été bouleversé. Et puis c'est pas ça, c'est au moment aussi où sortent les tensions sur l'héritage. Je dis pas que c'est à cause de ça. Enfin, ça existe aussi, comme vous le savez. Et à des moments, même là, enfin moi j'ai assisté chez des amis pas proches, mais à des histoires hallucinantes au moment d'un enterrement où les uns se reprochaient amèrement des choses. Enfin bon, on va pas entrer dans le détail, mais enfin. Et quelquefois, j'ai l'impression que tout sort à ce moment-là aussi. Ah, tout ressort à ce moment-là. Tout ressort, ouais. Puisque l'équilibre est totalement bouleversé, oui, et que nous-mêmes, nous le sommes. Vraiment, hors sol, hors du temps. Et ce temps, ils essayent, ne serait-ce que par les horaires, tout est très chronométré, tout est très millimétré. Un enterrement, ça ne se refera pas. Donc, chaque maillon de la chaîne, que ce soit donc les premières personnes, les conseillers assistants, maîtres de cérémonie, les porteurs, les marbriers, le moindre grain de sable peut engendrer un défaut. La famille ne remarquera que ça. Parfois, on me dit, on m'a dit, des porteurs m'ont dit, il y avait un mégot qui traînait devant le cimetière. Nous, on n'avait pas fumé. Mais ils ramassent le mégot parce que les gens vont s'accrocher à un détail, parce qu'on essaye, pour essayer de masquer le chagrin, on essaye de s'accrocher à ce qu'il y a, entre guillemets, de vivant. Eh bien, si une personne est un peu maniaque, eh bien, ça va ressortir encore 3 fois plus. Et voilà, donc on ramasse les feuilles qui tombent des fleurs. On fait très attention. Je l'ai appris. On fait très attention quand on installe les corbeilles. Vous savez, avec les bandeaux funéraires, à mon tonton, à notre tata José, voilà. On fait très attention à ce que ces corbeilles soient placées d'une certaine façon, que toute l'assistance, et y compris ceux qui ont offert cette corbeille, puissent se voir de loin. Oui, c'est ça, oui, qui savent que leur corbeille est là, leurs fleurs sont là. Exactement, mais c'est très précieux. C'est très intéressant, on va continuer à en parler, et ça concerne absolument tout le monde, ça nous concerne tous. Et comment justement cette profession, ces métiers réagissent à l'ultime. Et puis on prendra toutes vos réactions sur Facebook, sur YouTube et au 0826 300 300 bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. 13h34 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face avec Caroline de Bodina, la journaliste et auteure qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Demain dès l'aube, c'est aux éditions Flammarion.
Alors Caroline de Bodina, il y a aussi, enfin, c'est évidemment le même métier au niveau des 3/4 de ce que vous décrivez, le conseil, l'organisation. Mais il y a aussi quand même 2 catégories, l'une, je pense, plus importante que l'autre. Je vais vous demander des chiffres exacts entre ceux qui enterrent, enfin ceux qui veulent que leurs parents, leurs amours, leurs fils, leurs filles, hélas, on espère que ce sera toujours le plus rarement possible, parce que quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui meurt avant vous, c'est toujours encore plus dramatique, mais qui veulent donc enterrer, et les autres qui veulent crématiser, comme vous avez dit, ça veut dire, voilà, on garde les cendres, et on veut surtout pas que... Or, il y a eu de très 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 beaux romans qui ont été écrits là-dessus, etc. Comment c'est vécu, ça, par rapport aux gens que vous avez, avec lesquels vous avez entendu par le métier, disons? Comment c'est vécu, quoi? Pardon, excusez-moi. Non, si vous voulez, est-ce que il y a une différence pour eux ou pas du tout entre la crématisation et l'enterrement? Vous avez un point commun qui est de toute façon le départ. Le départ, c'est-à-dire le moment où le défunt va disparaître de nos yeux. Jusqu'au moment où le défunt, même s'il est dans son cercueil, et il est toujours présent. Jusqu'à ce moment-là, même parfois, les pompes funèbres n'utilisent pas ils utilisent toujours le présent, le verbe présent. Ils ne disent pas votre papa, votre père était, votre père est. Oui, c'est quelque chose de c'est pas un élément de langage. Il est là. Donc aujourd'hui, effectivement, presque 40% des enterrements font l'objet d'une crémation. 40%. 40%. Dans les années 80, en début 80, c'était 1%. C'est fou. Donc, et une étude est sortie il n'y a pas très longtemps dans un panorama du funéraire. Vous voulez dire en 40 ans, c'est passé de 1 à 40%. À 40%. C'est énorme. La crématisation a été reconnue par l'Église catholique en 1963. C'est vrai que... Voilà. Et il y a 2 types de départs. C'est départ qu'on soit dans un cimetière, c'est-à-dire une inhumation. C'est-à-dire que le moment où le cercueil va descendre en terre est aussi déchirant que le moment où le cercueil va partir dans l'appareil de crémation. On voit les flammes. Les flammes. On voit pas les flammes, en fait. On voit... tout dépend de... Il y a un peu plus de 200 crématoriums en France. Non, parce que moi j'ai assisté au columbarium du Père Lachaise. Il y a eu, je vous le dis parce que j'ai assisté à une, justement, inhumée, et il y avait les personnes les plus proches, mais quand vous savez le rideau de fer, on a vu les flammes. Enfin, on a vu le cercueil entrer dans les flammes. Donc, voilà, c'était d'ailleurs je l'ai vu dans très d'autres, impressionnant. C'est presque inhumain, je trouve. Là où j'étais, là où j'étais au crématorium de Theillet, c'est le moment que l'on appelle la visualisation. On vous demande, le maître de cérémonie vous demande d'arriver au crématorium. Voilà. Nous allons, est-ce que vous voulez assister au départ dans l'appareil de crémation? Ils disent pas la mise à la flamme, ils disent au départ dans l'appareil de crémation. Nous vous prévenons, cette image est peut-être pas la plus belle à garder, elle est dure. Il réexplique le fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un bras mécanique qui pousse le cercueil, évidemment, dans l'appareil de crémation. Et en fait, 8 fois sur 10, les gens demandent cette visualisation. Et sinon, on ne peut pas... On est obligé, quand on est dans les pompes funèbres, quand on accompagne les endeuillés, de leur proposer, on ne sait pas nous ce qu'ils ont vécu avant avec leur défunt. On ne sait pas quelle est l'image la plus dure. Parfois, celle que nous on va considérer la plus dure, elles ne l'auront pas été pour elles. C'est pas celle-là. Donc peut-être certains en ont besoin pour faire leur deuil. Mais qu'il s'agisse, j'ai discuté, bien évidemment, il passait du temps avec ce qu'on appelle une personne qui était un agent de four. Il me disait, moi je suis aussi bien porteur, donc je fais des mises en terre et agent de four. Et les deux sont aussi déchirants. Et les porteurs vous diront dans un cimetière, mais c'est horrible. Parfois on se retourne vers nos fleurs, voilà. C'est terrible d'entendre...
au revoir papa, au revoir maman, adieu, à bientôt peut-être, fais bon voyage, sont des cris parfois, c'est déchirant. Moi, je vous assure qu'au début, heureusement qu'il y a des haies parfois dans les cimetières, parce que je me cachais pour pleurer. Je pleurais des départs de personnes que je n'avais jamais vues. Et ça, il ne faut pas le faire. C'était une erreur de stagiaire, de jeunesse. Vous connaissez pas votre métier aussi, enfin eux sont... J'avais pas encore un an de pompe, parce que vous savez, quand on est dans les pompes funèbres, ils disent moi j'ai 30 ans de pompe. Ah ouais. 30 ans de pompe. Mais moi je n'ai qu'un an de pompe. Et encore une fois, on peut être autonome, on parvient à être autonome, par exemple quand on est conseiller, après 5 ans de pratique. Mais bien sûr, c'est pas... C'est quelque chose, c'est un métier, une vocation qui vient. Le sens de l'autre vient avec les autres. Chaque enterrement est différent, chaque famille est différente, chaque défunt est différent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une ville, effectivement, où il n'y a pas pompe funèbre. Enfin, je veux dire, on le sait, on le rappelle. Même quand on passe dans une ville pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'enterrement ou la mort de quelqu'un, et puis vous voyez, ça en tout cas, vous êtes rappelé à l'ordre, je tire, ou au désordre. Oui, alors, ce qui m'a dans cette immersion, c'est aussi une série de premières fois. La première fois, effectivement, que j'ai assisté à cette rencontre entre l'inconsolable et la consolation, c'est-à-dire ce pauvre monsieur qui pensait sa maman éternelle jusqu'à la veille, mais la première fois que je suis montée dans un corbillard. Bon, à l'avant, tant mieux, mais la façon dont les gens vous regardent. Nous, on essaye de sourire, enfin on sourit aux gens que l'on croise quand on s'arrête au feu rouge. Mais les gens, ils détournent le regard. Nous sommes des porte-poisses. Et un jour, on sortait d'une exhumation. Et on s'est arrêté un McDonald's. J'étais à Bourges, on s'est arrêté avec le porteur. Oui, pour aller chercher à déjeuner, parce qu'on avait commencé à 5h56, c'est l'heure à laquelle je m'étais garée sur le parking. On était allé à Issoudun, on revenait à Bourges, enfin bon, on s'est arrêté, mais on avait ce qu'on appelle le transporteur. Donc, naïvement, Donc vous êtes arrêté avec le corbillard. Oui, mais le corbillard ça marche pour les voitures, mais pas très bien pour les corbillards. Les pneus avaient un peu fait comme ça sur leur bord. Bon, je vais chercher la commande et je rentre dans le corbillard et je dis il y a le parking un peu plus loin, on s'arrête. Et là le porteur qui est aussi marbrier me regarde et me dit mais t'es bête ou quoi? Quoi? Mais t'es folle. Personne ne sait qu'on a personne, justement, derrière nous. Si les gens nous voient, et je reprends son expression, becter un McDo dans le corbillard, ils sont capables, ils nous détestent, les gens. Ils sont capables d'appeler le patron et de dire, vous savez quoi? Un jour, on aura besoin de vous, on appellera la concurrence. Donc, on a atterri 12 km plus loin. Imaginez la tronche des frites, froide, dans un cimetière, ce que je raconte. On a grignoté notre hamburger froid entre le transporteur et le mur du cimetière. Et on est allé après se promener c'était un des plus jolis cimetières. On veut pas vous voir. Ce sont des scènes. Non. On veut pas vous connaître, non, mais c'est fait. Puis n'oubliez pas, Philippe Ariès a admiralement décrit ça. Elle a dit, c'est fini, la mort, on veut plus la voir. Avant, les gens mouraient dans les maisons, ça traversait, enfin, les cortèges funéraires traversaient les villages. Oui, il y avait des dés. Depuis 50 ans, fini, non, il n'y a pas de mort, ça n'existe pas. On a peut-être des auditeurs pour Caroline de Bodina. Nous avons Jean qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour à vous deux. J'appelais juste pour apporter un témoignage. Je suis content que ce sujet vienne dans votre émission, Monsieur Berkoff, parce qu'effectivement, en quelques mois, j'ai eu affaire 2 fois aux pompes funèbres. Une fois les pompes funèbres catholiques pour ma vieille maman, et une deuxième fois beaucoup plus récente pour un ami musulman. Et dans les 2 cas, j'ai vraiment trouvé
que les choses ont été extrêmement bien faites, surtout sur le plan moral, bien sûr sur le plan de l'organisation, mais sur le plan moral. Par exemple, lors de ces obsèques musulmanes récentes, j'étais le seul manifestement qui n'était pas de cette communauté. J'étais dans un petit coin du parking. La personne des pompes funèbres islamiques est spontanément venue me trouver pour m'assurer si je faisais bien partie donc de ce groupe, etc. Et, c'était extrêmement attentionné. Et d'ailleurs, par la suite, pratiquement, comme elle avait compris que j'étais un très bon ami du défunt, presque me mettre au centre voilà, de cette petite communauté. Et quant donc à la première expérience avec les pompes funèbres catholiques, c'était effectivement extrêmement positif. À tel point que des amis qui étaient avec moi pour l'inhumation de ma maman ont eu eux-mêmes par la suite un décès dans leur famille. Donc pour vous, ça a été ce sont des expériences très positives. Alors très positives, et je pense qu'en plus ces personnes-là, ça a été un peu évoqué au début de l'émission, prennent beaucoup sur elles et ont particulièrement souffert de la période Covid, parce que justement la personne des pompes funèbres catholiques, quand on m'a dit finalement on vient d'avoir un décès, on aimerait bien avoir affaire à elle, et je me suis rendu compte comme ça qu'elle avait fait un burn-out à cause de ce qu'elle avait vécu pendant le Covid. Donc voilà, je salue le fait que vous rendiez hommage à cette profession. C'est Caroline de Bodina qui rend très bien hommage à cette profession. Je vous conseille de lire le livre parce que il fourmille non seulement j'allais dire d'anecdotes, bien sûr que pas, mais d'histoire au bon sens du terme. Et c'est très important. Je crois qu'on a Sylvie. Oui, Sylvie qu'on va retrouver après cette courte pause. Sylvie qui nous appellera depuis Bordeaux tout de suite sur Sud Radio. 48 sur Sud Radio, on continue ce face-à-face avec Caroline de Bodina et puis nous accueillons Chantal qui nous appelle de Prades. Bonjour Chantal. Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je comprends tout à fait tout ce que l'on vient de dire. J'ai vécu des deuils, bien sûr, comme tout le monde, mes parents, des amis, des gens très chers. Mais pour moi, tout ça, ça a toujours été quelque chose de normal. Donc, moi, personnellement, je fais don de mon corps à la médecine. Je vais faire une boutade, j'en suis désolée pour les autres, mais il faut le prendre comme je le vis. C'est un retour sur investissement. Je suis quelqu'un qui a été extrêmement malade et qui s'est énormément servi de la médecine. Donc je pense que mon corps doit servir à autre chose. Maintenant, la sacralisation du corps, pour moi, n'existe pas. Il y a quelques jours, j'ai amené une amie très âgée devant la tombe de ses anciens parce qu'elle va y aller. Mais j'étais... comment vous dire, dans un endroit impersonnel en totalité. Mes grands-parents étaient un peu plus bas, mais pour moi, mes grands-parents ne sont plus là. Et tout ce que j'ai vécu pour des histoires personnelles dans ma vie privée, où j'ai vu ce que c'était un petit peu que comment vous dire, d'une façon très simple, l'abus, souvent. Je ne dis pas que c'est général, mais l'abus souvent de cette faiblesse dans lequel état les gens sont quand ils perdent quelqu'un, parce qu'ils ne sont pas préparés depuis le début de leur vie. Moi, je vois mes enfants et mes petits-enfants, je les prépare à ça. C'est inévitable. Et donc, je désacralise tout ça. Moi, mes simples, c'est au sommet du caniveau, point barre. Voilà, mais en même temps, je respecte tout à fait, et je comprends tout à fait le besoin de la sacralisation de ce départ. Ça, je le conçois absolument. Oui, même si vous ne le partagez pas, mais c'est très bien. D'abord, vous êtes ouverte. Pour faire voir que d'autres choses existent. Que d'autres choses existent. Bien sûr. C'est intéressant, ça, le don de son corps à la science. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas la négation des pompes funèbres et de l'enterrement. Non, mais bien sûr, Chantal, mais c'est pour ça que c'est intéressant votre intervention. C'est-à-dire que vous dites oui, mais bon, d'accord, c'est un moment comme un autre, c'est un stade comme un autre, et c'est une évolution comme une autre. Et voilà. En fait, ça n'existe pas, et enfin, en tout cas, c'est un stade de l'évolution. Caroline de Bodina, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que il y a dans cette démarche qui est tout à fait noble, parce que très peu de gens font don de leur corps à la science ou le souhaitent. Exact. Il y a des cérémonies que j'ai vues parce que la famille, après que le défunt ait fait don de son corps à la science, la famille a demandé une cérémonie.
C'était une cérémonie particulière. Elle ne célébrait, il n'y avait pas, évidemment, plus l'enveloppe. Elle célébrait l'âme, c'est-à-dire la présence et le souvenir. Et chaque année, au crématorium de Thaillé où j'ai travaillé, il y a ce qu'ils appellent la nuit des étoiles, où chacun se regroupe. Parce que c'est important de parler de nos défunts, parce que peut-être ça nous permet de les avoir toujours au cœur et en vie, en fait. Parler de ces défunts, c'est un hymne à la vie. C'est pas du tout un hymne uniquement au regret, à la nostalgie, au passé. Non, mais bien sûr, ils sont présents en nous. C'est ça. Tant que vous êtes là, ils seront présents en vous. Écoutez, la chanson je l'ai souvent écoutée, de Grand Corps Malade, qui s'intitule Nos absents. Elle est magnifique, cette chanson. Et on sait que de toute façon, parfois on est dans un réconfort utopiste, mais nos absents en fait forment une présence en nous qui nous fait vivre aussi, avancer. Et ils vous font vivre et vous les faites vivre. Merci beaucoup Chantal pour votre appel. On accueille Sylvie qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais vous faire part d'une expérience quelque peu désagréable, pour le moins que nous avons vécu. En février dernier, ma belle-mère est morte, mon mari était là, les pompiers ont tenté de la ranimer, elle est décédée. Les pompes funèbres sont arrivées, le patron lui-même était là, il a proposé à mon mari de prendre les bijoux tout de suite. Il y avait un collier, une bague, une alliance, il n'y avait pas grand-chose. Mais enfin, il a proposé de les prendre tout de suite ou de les garder dans son coffre jusqu'à ce que mon mari puisse passer. C'est la solution qu'a choisie mon mari. Les quelques jours sont passés, elle a été incinérée. Et quand mon mari a voulu prendre les bijoux, on lui dit « Ah ben non, on n'avait pas d'instruction, la personne a été incinérée avec ». Et là, bien sûr, plus personne, ni par mail, ni par téléphone, etc. Et on s'est trouvé comme fort dépourvus, parce qu'en fait, c'était parole contre parole. Et nous n'avons pu rien faire. Je comprends, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a, c'est dans tout métier, dans toute profession, il y a des gens qui se comportent pas. Tout à fait, mais maintenant j'en parle autour de moi, parce que je dis ça peut arriver, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas possible, parce que prendre des morts sur une personne décédée et les garder, mentir à la famille, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir, et en fait c'est possible, donc voilà, j'avertis les personnes qu'il faut être vigilantes même là, et même dans ces moments-là. Caroline de Bodina. Je suis désolée pour vous, madame. Permettez-moi de vous poser une question. Il y a une série de documents que les pompes funèbres font signer aux familles avant la levée de corps, lorsqu'ils font un transfert. C'est un inventaire. Et normalement, cet inventaire, vous avez le double de cet inventaire. Justement, on ne l'a pas eu parce qu'elle a été incinérée dans les Landes, c'est-à-dire dans un département proche, mais elle n'a pas été incinérée sur place. Et mon mari affirme ne pas avoir eu le document. Voilà. Donc, oui, on peut pas. Voilà. Et là, bon, c'est trop tard, hein, je veux dire, on en a. Mais voilà, il faut être aussi vigilant. C'était l'objet de mon appel. Il faut toujours être vigilant, et surtout, effectivement. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Pour votre appel, on accueille Elisabeth de Noisy-le-Grand. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonjour à André Berkoff, pour qui j'ai une énorme admiration et que j'écoute tous les midis entre midi et 2 pendant mon sport. Ah ben c'est très bien, pendant votre sport ça va vous faire un bien fou, ça c'est clair. Oui, puis ça me met de la rage et ça m'aide. Alors, j'ai une question. En fait, je me posais la question, comment font-ils, tous ces gens qui travaillent au niveau funéraire, pour rentrer chez eux et ne pas avoir toutes ces images, toute cette tristesse, je me posais la question, comment font-ils? Oui, parce qu'ils font ça toute la journée, etc. Comment toute la journée, puis ils voient des situations différentes, des enfants, c'est difficile. C'est une très bonne question, Elisabeth. C'est vrai, le moral, comment alors? Vous qui avez vécu ça, 1 an de pompe, c'est déjà pas mal. Alors, comment font-ils? C'est vrai. En fait, c'est la question que j'ai souvent posée, parce que cette question me taraudait. Comment vous faites pour couper?
Il parle donc des transferts, des convois, on dit en fait dans le jargon de la profession, on dit convoi au lieu de enterrement. En fait, Oui, c'est voilà. Ils parlent énormément entre eux. Ils échangent beaucoup. Ils sont obligés. Certains, vous savez, en fait, les pompiers ne transportent pas les morts en France. Les seuls habilités à transporter nos défunts sont les pompes funèbres. Oui, tout à fait. Donc, enfin, ils parlent d'autre chose aussi pendant leurs heures de travail, etc. Ils ne sont pas... Mais ça dépend, parce que j'ai il y a on parle quand on est ensemble, on parle énormément d'un transfert qu'on a fait, on parle d'un convoi, on parle de la famille, on parle beaucoup de ce qu'on a vécu dans la journée. Ça permet parfois de couper. Quand ils sont d'astreinte, c'est-à-dire que 7 jours par semaine, une équipe est d'astreinte 2 jours comme de nuit. C'est-à-dire qu'on peut les appeler à n'importe quelle heure. Oui, monsieur. Et ils ont 30 minutes pour arriver, prendre le transporteur et aller chercher le défunt, signer les papiers. Voilà. Ça. Quand on revient, on en parle aussi énormément. Plus ça a été difficile, plus on en parle. Et c'est aussi, parfois, ils me disent, mais moi je coupe parce que j'ai ôté mon costume, pris une douche et j'essaie de rentrer dans ma nouvelle vie. Voilà, c'est un métier, en fait, comme les autres, on peut dire quelque part, même s'il est différent, évidemment, par la fin. Par la fin, je veux dire, au sens de l'objectif. En tout cas, lisez le livre de Caroline de Bodina parce que il vous ouvrira. Merci Caroline de Bodina d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre demain dès l'aube, c'est publié aux éditions Flammarion. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Quant à nous, André Berkoff revient demain midi, comme tous les jours à demain sur Sud Radio.